Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Libéria dans l'attente des résultats de la présidentielle. D'après les premiers résultats partiels, le candidat de l'opposition, Joseph Boakai, arriverait en tête avec un peu plus de 50% des voix. Il est suivi de près par le président sortant, George Weah, qui aurait récolté 49,42% des suffrages. Prolongement du mandat de la MINUSCA en Centrafrique, un mandat prolongé jusqu'au 15 novembre 2024 par le Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution a été actée avec 14 voix pour et une abstention, celle de la Russie. Et puis la croissance du PIB projetée à 4,5% pour le Cameroun d'ici 2024. Des prévisions encourageantes données par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur qui s'appuie sur les exportations de gaz. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le ralliement au Soudan de deux groupes armés du Darfour à l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Il s'agit du mouvement de libération du Soudan dirigé par Mini Minawi et du mouvement pour la justice et l'égalité. Les deux groupes l'ont annoncé lors d'une conférence de presse tenue à Port-Soudan ce 16 novembre. La raison de ce ralliement, les exactions commises par les forces de soutien rapide sur des civils au Darfour, région située à l'ouest du pays. Les deux groupes dénoncent également des crimes contre l'humanité. Rappelons que le Soudan est en proie à de violents affrontements depuis le 15 avril dernier. Un conflit qui a fait plus de 9000 morts selon l'ONG ACLED. À ces chiffres s'ajoutent également plus de 6 millions de déplacés. 3 jours après le second tour de la présidentielle, le décompte des voix est toujours en cours au Libéria. À l'instar des résultats du premier tour, l'écart entre les deux candidats est mince. D'après les chiffres de la Commission nationale des élections, l'opposant Joseph Boakai arrive en tête sur près de 86% des bureaux de vote. L'ancien vice-président aurait obtenu un peu plus de 50% des voix. Le chef de l'État sortant, George Weah, aurait recueilli quant à lui 49,42% des suffrages. Marie-Raphaël Antolo. Pour le compte des résultats provisoires et partiels du deuxième tour de la présidentielle au Libéria, c'est le candidat de l'opposition Joseph Boakai qui est en tête avec 50,58% des voix contre 49,42% pour le président sortant George Weah. Les deux candidats étaient séparés par un peu plus de 7000 voix au premier tour en octobre. Les tendances officielles des résultats du second tour du mardi 14 novembre surviennent après que les votes d'un peu plus de 5890 bureaux de vote ont été rassemblés, bien que certains votes n'aient pas encore été comptabilisés. He was not really cut off for this kind of job. Le président Weah n'était pas vraiment pour ce genre de métier. Le Libéria était tout autre pays quand nous avions les règnes. Le Libéria n'était en ce moment pas considéré comme un État défaillant. Le pays donnait de l'espoir à son peuple. Nous avions d'ailleurs mis en place de bonnes infrastructures. Nous étions capables de retirer la considération d'être un État défaillant. Remove the stigma of a nation that was failing. Au premier tour, le président Weah a obtenu 43,8% des voix et Joseph Boakai 43,4%, tous deux en deçà du seuil des 50% requis pour être déclaré président. Le troisième candidat, quant à lui, n'avait obtenu qu'environ 2% des voix. Selon des sources médiatiques locales, ce vote est le scrutin présidentiel le plus serré au Libéria depuis la fin de la guerre civile il y a environ 20 ans. Rappelons que Joseph Boakai a été vice-président du gouvernement de l'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui a quitté ses fonctions de dirigeante du Libéria après les élections de 2017. Le but est de commencer avec ce que la plupart du peuple maîtrise et le secteur dans lequel j'ai exercé l'agriculture, parce que dans l'agriculture, 70 à 80% de nos populations étaient à même d'élever leur niveau de vie, créer des opportunités de marché. De là où je venais, les gens étaient capables d'envoyer leurs enfants à l'école.
people were able to send their children to school. D'après les observateurs du bloc régional, le second tour s'est déroulé dans une large mesure dans le calme, soulignant que le candidat en tête de liste, Joseph Boakai, 78 ans, avait perdu contre le président sortant Wé, âgé de 57 ans, à l'élection présidentielle de 2017 dans le cadre d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Dans l'actualité également, le verdict de la Cour suprême sur l'affaire Ousmane Sonko au Sénégal. Ce vendredi 17 novembre, la juridiction a cassé la décision du tribunal de Ziguinchor relative à la réintégration de l'opposant sur les listes électorales. La Cour suprême a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Dakar. Une information confirmée par Juan Branco, l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Les ambitions présidentielles du leader du PASTEF semblent compromises. Rappelons qu'il avait été condamné en mai dernier en appel pour diffamation et injure publique. Le mois suivant, la justice l'avait à nouveau condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. En Centrafrique, le mandat de la MINUSCA, la mission de l'ONU dans le pays, a été prolongé d'1 an. Un prolongement voté par le Conseil de sécurité de l'ONU ce 15 novembre avec 14 voix pour. Outre la protection des civils, la mission onusienne devra aussi aider les autorités centrafricaines à organiser les élections générales de 2025, et ce en vue de garantir un scrutin transparent, crédible et pacifique. Chez Omar Camara. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prolonger le 15 novembre 2023 le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA d'1 an jusqu'au 15 novembre 2024. Cette décision témoigne de la reconnaissance de l'importance continue de la mission dans la promotion de la paix et de la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale, confronté à une instabilité politique et à des conflits armés pendant de nombreuses années. La MINUSCA a été mise en place pour la stabilisation de la Centrafrique et la sécurisation de la Centrafrique. En fait, ces 2 éléments sont importants. À l'époque, la Centrafrique était entrée dans des troubles extrêmement graves et des massacres de populations civiles. Et c'était un problème très grave qui a eu lieu entre des accusations également entre le Tchad et la Centrafrique. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de stabilisation de la Centrafrique, même si les dernières élections, pourtant le professeur Faustin Oguera à la tête du pays, ont pu calmer la crise. Concernant le contrôle des armes et munitions, la résolution du Conseil de sécurité précise que l'embargo sur les armes imposé depuis 2013 ne s'applique plus à la vente ou au transfert d'armes et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines. Les risques sont présents. Le risque de déstabilisation du pays et de la stabilité de ce pays frère à côté du Tchad sont présents. Ces risques sont présents. C'est pour ça qu'il y a eu le prolongement de son mandat. Mais il y a également un assouplissement de l'embargo sur les armes. Et là, c'est par rapport effectivement à la présence de la Russie en Centrafrique. Et nous ne sommes pas encore arrivés au bout de la peine. Créé en 2014, l'effectif maximal autorisé de la MINUSCA reste fixé à 14 400 militaires, dont 580 observateurs militaires et officiers d'état-major et 3020 policiers, dont 600 policiers, hors unités constituées de 2400 membres d'unités de police constituées, ainsi que 108 agents pénitentiaires. Mais ce chiffre est appelé à être examiné en permanence en prenant compte des progrès accomplis en matière de transition et avec pour objectif le retrait éventuel de la MINUSCA lorsque les conditions seront réunies. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration au Bénin du Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Un centre inauguré ce 17 novembre dans la commune d'Abomey-Calavi. Il permettra de répondre aux défis de l'accès à l'énergie dans la sous-région. En Afrique de l'Ouest, seuls 42% de la population aurait accès à l'électricité selon la Banque mondiale. Avec ce centre, les entreprises éligibles des pays de la CEDEAO pourront acheter et vendre de l'énergie électrique. Écoutons à ce propos Apollinaire Kisiangui, le secrétaire général du West African Power Pool. Aujourd'hui, nous célébrons la construction du centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO.
Il a été construit et équipé grâce à une subvention de 30 millions d'euros de l'Union européenne. Le bâtiment, d'une superficie de 5000 m², est construit sur un terrain de 3 hectares 75, gracieusement offert au WAP par la Compagnie électrique du Bénin, la CEB. Le génie civil a été exécuté par l'entreprise GER du Togo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons aussi la synchronisation des réseaux électriques de 13 pays de notre sous-région. En effet, depuis le 8 juillet 2023, les réseaux électriques de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest fonctionnent comme un seul réseau. Ce sont le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie. Cela a été possible grâce à un don de la Banque mondiale de 21 500 000 $ américains qui a permis de concevoir les équipements de compensation et de contrôle, puis de les installer sur le réseau pour permettre le fonctionnement synchrone. Le travail continue et nous espérons l'achever l'année prochaine avec la synchronisation du dernier îlot de réseau constitué du Nigeria, du Niger et d'une partie du Togo et du Bénin. Les perspectives économiques sont encourageantes pour le Cameroun. D'après la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, le taux de croissance du PIB devrait se chiffrer à 4,5% en 2024. Des chiffres prometteurs qui s'appuient sur les exportations de gaz naturel liquéfié. Philoméntine. Avec des ressources de gaz naturel estimées à 175,125 milliards de pieds cubes au 1er janvier 2023 et une production annuelle de gaz naturel liquéfié, GNL, de 1,2 million de tonnes, le Cameroun parvient à diversifier les sources de croissance de son économie. Selon la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, le taux de croissance du produit intérieur brut du pays d'Afrique centrale devrait atteindre 4,5% en 2024, notamment grâce aux exportations de GNL. Les perspectives de croissance projetées à 4,5% pour le Cameroun en 2024, de mon point de vue, restent réalistes. Qu'on se dise que le Cameroun, à tout le moins, observé par des experts internationaux, des experts indépendants, ont pu arrêter entre le 4,5% pour l'exercice 2024 au Cameroun. Pour moi, ce n'est pas extrêmement ambitieux. Ça reste encore dans l'ordre de l'acceptable parce que le Cameroun lui-même, dans ses documents de politique économique sur ces 2 dernières années, s'est fixé un taux de 6%, voire 7%. Face au déclin de son secteur pétrolier, le développement de l'industrie gazière représente une alternative susceptible de ralentir la perte des recettes pétrolières du Cameroun. Par ailleurs, la Société nationale des hydrocarbures du pays indique que la production gazière du Cameroun sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 s'est estimée à 48 527,33 millions de pieds cubes. En 2022, les hydrocarbures, dont le GNL, à eux seuls, ont ainsi contribué pour 96,5%, soit 487,4 milliards de francs CFA, à la hausse de la valeur des exportations du Cameroun vers la France. Pour atteindre et dépasser ces 4,5%, je suggère au pouvoir public de s'inspirer de ce que le groupe de la Banque mondiale a appelé le nouveau modèle stratégique de développement. Ce nouveau modèle s'articule autour de 2 pivots, d'une part l'énergie et d'autre part les partenariats. Par ailleurs, l'expansion du secteur minier du Cameroun, l'amélioration progressive de la conjoncture internationale et des cours mondiaux des produits de base permettront de booster la croissance économique du Cameroun en 2024. Malgré sa défaite face à Tyson Fury en Arabie Saoudite, la performance de Francis Ngannou a marqué les esprits. Performance qui lui a permis d'intégrer le nouveau classement des poids lourds du World Boxing Council. Le champion de MMA figure à la 10e position, une entrée qui lui offre de nouvelles perspectives dans la quête d'une ceinture mondiale. Les précisions de notre correspondant Narciso. Le boxeur et champion camerounais d'arts martiaux mixtes Francis Ngannou a tenu une conférence de presse à Douala le 15 novembre pour remercier ses compatriotes. Le sportif leur a témoigné sa gratitude pour le soutien dont ils ont fait preuve avant,
pendant et après son combat à Riyad le 28 octobre dernier contre le champion du monde des poids lourds de boxe anglaise, Tyson Fury. L'exploit de Francis Ngannou de tenir l'ensemble des 10 rounds en mettant par moments au tapis son adversaire a été suivi et félicité de partout au Cameroun. Je disais tantôt que ça fait très plaisir de voir encore les Camerounais, les enfants du continent. Et également d'entendre, comme d'habitude, d'entendre les voix crier si haut qu'on les entend à Riyad. On les a entendus. Certes, ils étaient peu nombreux que d'autres, mais les voix étaient plus entendues. Et ce jour-là, une fois de plus, j'ai senti votre présence et votre soutien. Encore, merci encore. Bien qu'il n'a pas été déclaré vainqueur selon les juges, le sportif considère ce combat comme une victoire. Il en retire une précieuse expérience et une admiration décuplée de la part des fans de boxe et de MMA. De l'avis de plusieurs sportifs et spécialistes de boxe anglaise, Francis Ngannou aurait mérité la victoire face à Tyson Fury. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Pour l'ancien champion du monde de poids lourds de l'UFC, la raison de cette décision est loin d'être sportive. Personnellement, certains diront que les juges ont fait ceci, les juges ont fait cela. Moi, personnellement, je ne les en veux pas. On les a tout pris, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on les a tout pris. Alors c'est normal qu'ils s'accrochent sur le peu qui les reste. J'ai trouvé ça normal, on les a tout pris. La confrontation face à Tyson Fury propulse depuis le mercredi 15 novembre 2023 Francis Ngannou dans le top 10 de la WBC, la Fédération internationale de boxe anglaise. Une décision arrêtée lors de la convention WBC. Francis Ngannou devient éligible pour la ceinture mondiale poids lourd. En entendant ce challenge, Francis Ngannou souhaite soutenir la jeunesse camerounaise et transmettre son goût de l'effort à travers la Francis Ngannou Foundation. Son parcours peut inciter les jeunes à croire à leurs rêves et à travailler avec détermination pour les accomplir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.